un gringalet chétif a été rejeté par toutes les écoles de la ville, jugé trop idiot. Mais tout bascule lorsqu'il est enfin accepté dans une mystérieuse académie où il découvre qu'il est en réalité un légendaire chasseur de dragons de rang SSS, capable de vaincre n'importe qui. Tout débute à la gare, Lou demandant le train pour sa nouvelle école, mais le garde lui assure avec insistance que ce train n'existe pas. C'est alors qu'un certain Finger surgit, révélant qu'il se rend justement au même établissement universitaire. Lou le suit aussitôt, s'interrogeant sur la difficulté à trouver cette école. Une fois assis, Finger lui explique que les étudiants de rang inférieur doivent-ils patienter indéfiniment l'arrivée d'un train secret. Tandis que les étudiants de haut rang, eux, se voient attribuer des professeurs qui viennent les chercher sans délai. Lou est déçu en voyant Finger déjà bavé dans son sommeil et après de longues heures d'attente, il finit par s'endormir à son tour. Il fait alors un rêve étrange. Un garçon inquiétant, Mingzi, lui parle d'une tempête qui anéantira tout et lui demande si Lou est prêt à affronter ce qui l'attend. Soudain, Lou se réveille, Finger hurlant que le train est sur le point d'arriver. Un agent de sécurité, l'air complètement vide, se présente alors pour leur réserver le traitement habituel des barrants. Cependant, lorsque Lou décline son nom complet, le garde panique, réalisant que Lou est le nouvel étudiant de rang S. Le garde lui demande ensuite de passer sa carte dans une machine. À l'instant même, la gare s'illumine et le train arrive subitement. Dès qu'il s'arrête, le professeur Guderian en saute et serre Lou dans ses bras pour lui souhaiter la bienvenue. Plus tard, dans le train, Guderian écarte Finger sans ménagement comme s'il était un déchet afin de rester seul avec Lou. Il lui révèle alors que leur collège est si secret parce qu'ils forment en réalité les étudiants à combattre les dragons. Lou en déduit que Guderian doit s'être échappé d'un asile et songe à s'enfuir. Guderian décide alors de prouver ses affirmations. Il demande à son assistant d'ouvrir une boîte contenant un jeune dragon endormi et raconte sa capture. Mais Lou insiste, affirmant que ce n'est qu'une poupée dragon très bien faite. Guderian lui dit alors de regarder de plus près, mais quand Lou s'approche, le dragon se réveille soudainement et tente de s'échapper, terrifiant les hommes. Heureusement, le dragon se rendort, mais l'âme de Lou a déjà été terrifiée, s'échappant de son corps. Quand ils le retiennent rapidement pour l'empêcher de tomber, Lou admet enfin que toute son existence vient d'être bouleversée. Sur ce, Guderian l'emmène se promener. Lou lui demande s'il peut se retirer de l'académie, mais Guderian l'avertit qu'ils devront lui effacer la mémoire. Si tel est son désir, alors Lou choisit de rester. C'est alors que Guderian ouvre une porte offrant à Lou une vue aérienne imprenable sur le collège-château et l'accueille officiellement. Pendant leur promenade, Guderian explique que les dragons les plus puissants dorment dans un lieu nommé Shin. Et puisque leur mission principale est d'infiltrer Shin pour abattre l'empereur dragon, la langue Shin a été rendue obligatoire. Curieux, Lou fait remarquer le silence ambiant et demande pourquoi il n'y a personne. À cet instant, Guderian le réalise également. C'est alors qu'une alarme retentit, faisant demander à Lou s'il s'agit d'une attaque de dragon. Mais il se demande aussitôt pourquoi il croit réellement à l'existence des dragons. Soudain, des coups de feu sont tirés dans leur direction, les forçant à se mettre rapidement à couvert. Pendant ce temps, Lou panique en voyant des soldats armés courir partout et se tirer dessus. Au moment où Guderian tente d'expliquer, il est touché et s'effondre, tandis que Lou, lui, mouille son pantalon. Alors que de plus en plus de gens débarquent au milieu du chaos, Lou s'agite, marmonnant ses dernières prières. Peu après, la plupart des soldats sont à terre et les tirs ont cessé. Lou décide d'aller chercher un médecin, mais il aperçoit César, le président du syndicat étudiant, et Chou s'approcher l'un de l'autre. Soudain, ils s'affrontent dans un combat à l'épée si intense qu'ils endommagent des parties des bâtiments scolaires. Tandis que Lou observe, surpris et se demandant ce qui se passe, Nono, une magnifique rousse, descend devant lui et lui fait oublier sa situation un instant. Cependant, elle lui pointe soudainement une arme sur la tempe, tandis qu'il la supplie de le laisser vivre. Elle lui ordonne alors de se baisser, mais avant qu'il n'obéisse, Nono est touché par un tir de Suzy. Alors qu'elle s'effondre, disant qu'il est trop tard, Lou perd la tête et entend Suzy clamer sa victoire après avoir eu Nono. À cet instant, Mingzae réapparaît et propose de les punir pour Lou. Tandis que Suzy célèbre sa victoire, Lou lui loge soudainement une balle dans la tête et tire un coup qui élimine César avant même qu'il ne puisse réagir. Avant que Chu ne puisse dire quoi que ce soit, Lou l'élimine également et s'assied non loin pour pleurer les morts. Soudain, une musique assourdissante retentit et d'autres dames aux tenues étranges envahissent les lieux. Lou supplie alors rapidement pour sa vie, mais réalise vite qu'il s'agit de médecins. Tandis qu'il se demande ce qui se passe, Klein, le professeur, arrive en se plaignant que les étudiants gaspillent les ressources de l'école. Face à Lou, il lui demande s'il est un nouvel élève, et quand Lou confirme, Klein lui demande pourquoi il a participé à cette guerre simulée. Au même moment, Guderian dit à Lou de l'ignorer, expliquant que Klein est avare car il est responsable des budgets. Choqué de le voir vivant, Lou tente rapidement d'exorciser Guderian qui lui assure alors qu'il n'est absolument pas mort. Quand Lou lui fait remarquer qu'il saigne, Guderian explique que la bataille du jour de la liberté était un exercice à balles réelles, autorisé par l'école, et se frappe avec une balle pour montrer à Lou que ce n'est qu'un tranquillisant qui laisse une tache de sang.
Cependant, lorsqu'il s'effondre juste après, Klein assure à Lou qu'il n'est pas aussi stupide que Guderian. Peu de temps après, les étudiants reprennent leur activité comme si de rien n'était, mais Klein décide d'informer le directeur d'annuler l'événement. C'est alors que César Échoue se présente pour lui affirmer qu'aucune règle de l'école n'a été enfreinte durant l'événement, mais Klein insiste et appelle Anjou, le directeur, pour se plaindre des dégâts occasionnés et du coût des réparations. Cependant, à sa grande surprise, Anjou déclare que l'école prendra en charge les réparations, ce qui fait exulter les étudiants. C'est alors qu'Anjou demande à parler à Lou, et quand Klein le met sur haut-parleur, Anjou félicite Lou d'avoir vaincu César Échoue dès son premier jour, laissant échapper qu'il est un étudiant de rang S, sous l'écoute attentive des autres élèves. Après cela, Klein suggère à Lou de trouver sa chambre de dortoir au plus vite, car toute l'école le fixe comme s'il venait de rire d'une blague de mauvais goût à un enterrement. Ailleurs, Anjou et Lars, un professeur, discutent de la possibilité de former un chasseur de dragons de génie, craint même par l'empereur dragon. Lars commente alors que César Échoue sont tous deux des génies rares, contrairement à Lou dont le test à bêta a mal tourné. En réponse, Anjou affirme avoir fait de Lou un étudiant de rang S pour une raison qu'il ne saisit pas encore entièrement. Lars s'inquiète alors qu'en attendant que Lou s'améliore, César Échoue pourrait bien l'écraser avant qu'il n'acquiert une véritable confiance. Malgré cela, Anjou choisit de croire en Lou et s'enquiert d'une opération imminente. En réponse, Lars révèle qu'il s'apprête à la lancer dès le lendemain et demande s'il est certain de l'emplacement de la personne qu'il recherche. Anjou répond qu'ils doivent juste se méfier de réveiller le roi endormi du bronze et du feu, car il est imprévisible. À l'académie, Lou arrive dans sa chambre et réalise qu'il la partagera avec Finger, qui lui réserve un accueil chaleureux et le félicite pour sa première victoire. Quand Lou déclare que toute l'école veut désormais sa tête, Finger lui assure son soutien et propose de lui faire visiter les lieux. Après la visite, Finger montre à Lou la tour du veilleur de nuit, où réside le père de Klein, et y déploie une capacité spéciale appelée la loi. Cette capacité empêche l'utilisation de pouvoirs spéciaux par d'autres au sein de l'école, mais comme Lou semble toujours perplexe, Finger le mène à la zone d'entraînement, le seul endroit où cette loi n'a pas d'effet. Là, de nombreux étudiants utilisent librement leurs capacités, et Finger explique qu'il existe une centaine de types de pouvoirs, chacun se voyant attribuer un numéro selon sa force. Quand Lou demande si tous les étudiants possèdent des capacités, Finger répond que ce n'est pas toujours le cas. Soudain, un individu les inonde presque avec sa maîtrise de l'eau, mais il s'enfuit et se retrouve en mode à moitié mort, près d'un arbre. Tandis qu'il s'émerveille de la scène, Guderian apparaît et demande à Lou s'il a appris l'existence des pouvoirs spéciaux. Quand il confirme, Guderian suggère de retourner à son dortoir pour un quiz. Dans la chambre du dortoir, Guderian tend une carte à Lou et l'informe qu'il passera un test de lignée le lendemain. Cependant, avant cela, Guderian demande à Lou de s'asseoir et déballe un appareil pour lui faire passer des tests. Quand Lou dit que c'est une boîte à musique, Guderian explique qu'autrefois, Nidhogg laissait échapper un rugissement capable de détruire des montagnes et de faire plier tous les dragons. Plus tard, des machinistes ont recréé le langage des dragons et l'ont intégré à une boîte à musique. Quand Guderian révèle que la capacité à contraindre d'autres dragons est d'échelle la première et la plus puissante de toutes les capacités existantes, Lou a l'impression que son cerveau va exploser à force d'accumuler tant de connaissances. Ensuite, Guderian commence son test et ils observent attentivement la réaction de Lou. Malheureusement, après l'épreuve, Lou pousse un bâillement au lieu du hurlement d'un dragon, laissant Guderian profondément déçu. Il en conclut alors que Lou doit être un mutant, mais Lou intervient, affirmant n'être qu'un simple humain. Guderian part donc approfondir ses recherches, tandis que Lou aperçoit Finger affairé sur son ordinateur portable. Il lui demande ce qu'il fait et réalise qu'il est coincé avec un blogueur opportuniste qui le rendra célèbre pour de très mauvaises raisons. C'est alors que Finger sent Lou déprimé et lui demande s'il va bien. En réponse, Lou dit qu'il sera soumis à un lavage de cerveau et renvoyé chez lui s'il échoue au test. Finger lui demande alors s'il veut rentrer, mais après un court instant de réflexion, Lou répond que non. Pendant ce temps, ailleurs, César annonce à ses membres qu'ils ont perdu les droits sur la maison Norton suite à leur défaite lors du jour de la liberté. Cependant, lorsque les membres clament avoir été trompés, César souligne que Shu a admis sa défaite. C'est alors que Nono révèle qu'une annonce sur le site d'information de l'école indique que Lou n'a pas raisonné avec l'empereur. Au même moment, Guderian informe Klein de ses découvertes concernant Lou et lorsqu'ils se rencontrent à la bibliothèque, ils débattent de la crédibilité du rang de Lou et consultent d'anciens parchemins glacés pour trouver des réponses. Cependant, n'ayant jamais rien vu de tel auparavant, Klein suggère de mener des recherches approfondies sur Lou. D'un autre côté, Guderian ne veut pas que Lou devienne un rat de laboratoire. Il convainc donc Klein de garder leur découverte secrète jusqu'après les examens. Plus tard ce jour-là, une fois les lumières éteintes, Finger rend visite à Norma, l'équivalent de Siri pour l'école, et lui demande de s'assurer que Lou réussisse l'examen le lendemain.
En réponse, Norma accepte sa requête et ils se tiennent la main ensuite, comme si leur lien était plus profond. Merci, merci. Le lendemain, Lou se précipite vers le lieu de l'examen et prend place tandis que les examinateurs lisent les instructions. Peu après, l'examen débute et les fenêtres sont closes. C'est alors que quelqu'un fait remarquer que les copies d'examen sont vierges. À cet instant, il se remémore le moment où Finger lui a tout révélé sur l'examen du côté spirituel la nuit précédente. Quand il réalise que Finger avait raison, il aperçoit Rin assise calmement à côté de lui et se demande pourquoi elle est si sereine. C'est alors que l'examinateur révèle que les feuilles vierges étaient intentionnelles et quitte la pièce avant le début de l'épreuve. Soudain, un enregistrement audio est diffusé et tandis que les autres étudiants se demandent s'ils doivent danser, Lou vérifie des réponses écrites sur sa main et se remémore le moment où Finger lui a donné les réponses dans l'ordre. Alors Lou écrit simplement. Les autres étudiants commencent à agir de manière folle, sauf Rin. Au moment où Lou écrit sa dernière réponse, tout le monde disparaît soudainement, le laissant seul avec le jeune garçon qui l'a possédé. Ensuite, Lou se réveille et trouve Nono le fixant. Elle lui déclare alors que, bien qu'il se soit évanoui durant les examens et ait dormi la majeure partie du temps, il a tout de même écrit les bonnes réponses. Plus tard au dortoir, après que Finger ait félicité Lou pour sa réussite au test, il le décourage de s'inscrire au cours de Lars. Curieux, Lou demande pourquoi et Finger révèle que Lars fait l'appel même s'il était en mission pour vérifier les traces d'un dragon qu'ils avaient découvert. Quelque part dans l'océan, Lars s'enquiert d'Aki et Shang qui plongeaient. Le navigateur répond que leurs signaux sont stables, Lars lui dit alors de les faire remonter dès qu'il sentira quoi que ce soit d'anormal. Pendant ce temps, Shang et Aki plongent plus profondément dans l'océan et ordonnent à Norma de scanner la géographie des lieux. C'est alors que Norma rapporte qu'ils se trouvent au-dessus des vestiges d'un village submergé vieux d'environ 1000 ans. Alors qu'ils nagent au-dessus du village, ils se demandent si le palais du dragon se trouve en dessous. Aki suggère alors que Shang explore la zone en utilisant sa capacité spéciale pour gagner du temps. Quand Shang dit qu'il aura besoin de soutien, il se pose sur le fond marin et Aki serre Shang par derrière, puisant dans sa force. Soudain, Shang invoque un serpent et lui ordonne de fouiller la zone. Le serpent se multiplie alors et se divise pour explorer chaque recoin du village. Sur le navire, Lars est informé d'un tremblement de terre imminent sur le fond océanique et il se demande pourquoi cela se produit alors qu'ils sont si proches. Sous l'eau, les serpents reviennent à Shang qui révèle alors avoir découvert une quantité colossale d'or sous eux. Après cela, il redéploie le serpent pour explorer plus en profondeur, mais Lars les informe soudainement du tremblement de terre et leur ordonne de regagner le navire. Immédiatement, le tremblement de terre se déclenche, ils perdent le contact avec Shang et Aki, tandis que Lars se reproche amèrement sa négligence. Alors, Shang rétablit la connexion avec le navire et révèle qu'ils se trouvent au fond d'un barrage face à un immense mur. De plus, Shang déclare que ce doit être le palais de l'empereur dragon de bronze et de feu. Quand Lars rapporte leur découverte à Anju, il suggère qu'ils entament leurs recherches avant que la faille ne disparaisse. Lars révèle alors que le palais pourrait ne pas être abandonné d'après les rapports de Shang. Anju leur permet donc de procéder et d'éliminer tout ce qu'ils trouveront s'ils ne peuvent pas le récupérer. Quand Lars souligne qu'ils auront besoin d'une clé, Anju les autorise à aller la chercher. Lars rend donc visite à une femme sur le navire pour récupérer la clé et celle-ci les avertit d'être prudents car c'est la seule qu'ils possèdent. Quand elle ajoute que même le sang de Nono n'est pas aussi pur que celui de la clé, Lars suggère à la femme de passer du temps avec Nono, même si elle est adoptée. C'est alors qu'il prend la clé qui s'avère être une petite créature adorable issue de sa mère. Quelques instants plus tard, Lars révèle que le dragon découvert est un descendant direct de Nighthawk connu sous le nom de Norton. Après avoir sécurisé la clé dans une boîte étanche, Lars s'équipe et plonge dans l'océan pour la livrer aux plongeurs. Peu après, Werres, il arrive au fond marin et trouvant Aki et Shang, il rétablit leur connexion avec le navire et leur suggère de se mettre au travail. Il canalise alors Aki et Shang et active une capacité spéciale qui crée un vide sous l'eau. C'est alors que Lars sort la clé, touche la tête du gardien de la porte et celle-ci saigne. En goûtant le sang de la clé, le gardien s'anime, tentant de la dévorer, mais Lars la sécurise aussitôt. Quand la porte s'ouvre enfin, Lars informe Aki et Shang qu'ils disposent de 2 heures pour ramener les os de Norton ou les détruire. Il leur remet alors une bombe alchimique et les avertit de rester en vie. Il désactive ensuite la barrière et regagne le navire, tandis que Shang et Aki franchissent la porte. Peu après, ils arrivent dans une chambre aérée où Lars les avertit de conserver leur masque. Une fois sortis de l'eau, Lars demande à Norma de scanner la zone et elle révèle que les pièces sont connectées comme un nid de fourmis. En explorant la chambre, ils découvrent un immense pilier de bronze. Shang suggère alors qu'Aki prenne des photos pendant qu'il cherche les serpents.
Après son départ, Lars dit à Aki de regarder les branches au-dessus d'elle et tandis qu'elle les photographie, elle réalise que le langage des dragons est entrelacé avec les branches. Elle prend donc davantage de photos pendant que Norma les analyse. Soudain, elle aperçoit une partie des branches qui fait battre son cœur à toute vitesse et elle sort inconsciemment un couteau. Pendant ce temps, sur le navire, ils perdent la connexion avec Aki et tentent de la remonter mais réalisent que le cordon a été sectionné. Tandis qu'Aki chute, Shang apparaît juste à temps pour la rattraper et lui demande si elle va bien. En réponse, elle dit qu'elle a juste eu le vertige et demande à Shang s'il a trouvé quelque chose. Shang répond alors que oui, mais qu'il l'a fait exploser car c'était trop lourd à transporter. Ils décident alors de prélever un échantillon de bronze pour l'analyser avant de repartir. Mais quand Aki tente de ramasser un totem de dragon, elle active quelque chose et une ombre la saisit. Elle hurle alors à Shang de tirer mais se réveille soudainement de l'illusion et se retrouve dans les bras de Shang. C'est alors que Shang fait remarquer qu'une statue inquiétante la suivait à son arrivée. Il tire donc sur la statue et soudain, Aki réalise qu'elle était contrôlée par celle-ci. Après cela, Aki remarque un récipient en laiton sur le dos de Shang, qui explique que son serpent l'a découvert. Puisque tous les signes indiquent qu'il provient de l'empereur dragon, Shang en conclut que c'est un cocon non éclos contenant Norton. Soudain, la chambre se met à bouger comme un labyrinthe et ils réalisent qu'ils ont dû déclencher un système de défense. Ils tentent alors de s'échapper de ce labyrinthe en constante évolution, mais découvrent vite que le palais essaie de les enfermer. Pendant ce temps, Lou entend des cloches le sonner la nuit et se demande s'il s'agit d'un fou insomniaque. Cependant, Ming Zae déclare que c'est une cloche de deuil, ce qui choque Lou qui se retrouve alors soudainement sur le clocher. Quand il demande à Ming Zae ce qu'il manigance, Ming Zae révèle que la cloche sonne quand quelqu'un est sur le point de mourir, signalant à la fois le péril et l'opportunité. Tandis que Lou se demande s'il y a une apocalypse draconique imminente, Ming Zae lui dit de se préparer au péril et lui demande quelles compétences il choisirait pour un jeu. En réponse, Lou dit qu'il choisirait le mur du mouton noir, une capacité à voir la carte entière. Ming Zae dit alors qu'il a débloqué cette compétence, mais comme Lou reste perplexe, Ming Zae lui dit qu'il en aura bientôt besoin et s'en va. Immédiatement, Lou sort de sa transe pour trouver Finger, le réveillant à cause d'une alarme qui convoque tout le monde à l'école. Cependant, en sortant, il tombe sur Nono qui déclare alors que seuls les étudiants de rang A et supérieur ont été convoqués. Après que Finger se soit enfui de honte, les autres se rassemblent au centre de commandement où Waver, un professeur, annonce que Shang et Aki sont piégés dans une ruine draconique et qu'une voie d'évasion doit être trouvée immédiatement. Après cela, Guderian affiche l'image du langage des dragons, prise du palais, contenant des indices pour la voie d'évasion, et déclare qu'ils ont 22 minutes. En réponse, César dit que c'est impossible, mais Waver dit qu'ils ne peuvent pas abandonner. Soudain, les étudiants activent leurs ordinateurs à l'aide de leur carte d'identité. En voyant cela, Lou fait de même. Cependant, lorsqu'il voit l'interface, son cerveau le lâche complètement. Pendant ce temps, les autres étudiants martèlent leur clavier à la recherche de réponses. Quand Lou aperçoit Ran taper elle aussi sur son clavier, il réalise qu'il n'a aucune excuse car elle est également une nouvelle étudiante. C'est alors qu'il se remémore ses discussions avec Ming Zae et décide d'essayer le mur du mouton noir. Immédiatement, il le tape. Le langage des dragons est décrypté et l'itinéraire s'affiche sur le grand écran. Au moment même où il est révélé que Lou l'a décrypté, tous les regards se tournent vers lui, le faisant chuter de sa chaise. Immédiatement, les itinéraires sont envoyés à Shang et Aki, mais ils rapportent que les chemins ne cessent de changer alors qu'ils tentent d'éviter les parties mobiles du palais. C'est alors que Shang suggère à Lars d'utiliser la clé. Et quand la clé est montrée à l'écran, elle fait un geste vers le bas. Immédiatement, Shang comprend que la porte s'ouvrira juste à temps s'ils descendent en ligne droite. Pendant ce temps, sur le navire, Lars demande au navigateur combien d'oxygène il reste à Shang et Aki. Et il répond qu'ils en ont assez pour tenir 3 minutes. En entendant cela, Lars est ravi de savoir qu'ils peuvent s'en sortir. Quand Shang dit à Aki qu'ils doivent se dépêcher, il sent son humeur et lui demande si elle va bien. En réponse, Aki dit qu'ils n'ont pas assez d'oxygène pour revenir et suggère de rester là tout simplement jusqu'à ce que l'eau les engloutisse. Quand Shang essaie d'être optimiste, Aki tente de lui avouer ses sentiments, mais comme elle ne trouve pas les mots justes, Shang l'embrasse et lui dit qu'il ne la laissera jamais mourir. Sur le navire, les navigateurs perdent la connexion, malheureusement, mais Lars, tout excité, dit que c'est à cause de la tempête. Soudain, il a un déclic et ordonne à son équipe d'abaisser le navire et de préparer une équipe de recherche, puis il court dehors. C'est alors que Sama, une subordonnée, demande à Lars ce qui se passe. Et il explique que puisque la porte du palais est tout en bas, Aki et Shang pourraient s'échapper mais n'atteindront pas la surface. Pendant ce temps, à l'académie, le professeur s'inquiète de la situation car ils ont perdu la connexion avec le navire depuis un certain temps. C'est alors que Lou reçoit un appel de Lo, un ami qui lui demande comment il va. En réponse, Lou explique la situation à Lo qui l'assure qu'ils iront bien. En mer, les hélicoptères et les bateaux de sauvetage fouillent la zone à la recherche de traces d'Aki ou de Shang.
Après un moment, Lars commence à envisager d'abandonner, mais quelqu'un annonce soudain qu'ils ont trouvé quelque chose. Rapidement, Aki flotte à la surface et remet le récipient en laiton aux sauveteurs, tout en les avertissant de s'échapper car il y a quelque chose de vivant dans l'eau. Après cela, elle est entraînée, son sang se répandant dans l'eau. Voyant cela, Lars essaie de sauter dans l'eau mais est retenu par Selma, alors il se blâme et décide de les venger en chassant le monstre marin. Rapidement, il retourne à la salle de contrôle et demande ce qu'il voit avec le sonar. En réponse, le navigateur dit que la créature ressemble à un poisson géant, mais se déplace plus vite qu'un poisson. Alors Lars prend son arme et sort pour chasser cette créature, mais quand il vise et tire plusieurs coups sur elle, elle saute soudainement hors de l'eau et abat l'hélicoptère. Voyant cela, Lars réalise que la créature est très intelligente et qu'elle est après le récipient en laiton. Alors, il ordonne au capitaine de larguer des bombes dans l'eau. Cependant, à leur grande surprise, la créature avale les bombes. Alors, Lars leur ordonne de faire exploser la créature. Immédiatement, une forte explosion secoue l'océan et juste quand ils pensent que c'est fini, une pointe jaillit de l'océan et empale Sumub avant de l'entraîner dans l'eau. Choqué par cela, Lars tire avec colère dans l'eau et pleure sa défaite. C'est alors que la créature fait surface et émet des sons de rire en nageant autour du navire. Pendant que tout le monde s'émerveille, Lars révèle que c'est un dragon et qu'il se moque d'eux. À ce moment-là, le navigateur découvre qu'il reste une bombe dans le dragon et suggère d'essayer de la faire exploser. Mais Lars déclare que le dragon s'attend à ce qu'il fasse exactement cela, car sa gueule est directement pointée sur le navire et faire exploser la bombe ne mènera qu'à leur fin. Ensuite, Lars demande leur position et le navigateur déclare qu'ils sont près d'un barrage. Alors Lars a une idée et leur dit de démarrer le moteur et de se diriger vers le barrage. Les navigateurs avertissent alors qu'ils vont entrer en collision avec le barrage, mais Lars leur dit d'obéir à son commandement. Alors ils foncent vers le barrage et le dragon nage de près derrière eux. Alors qu'ils approchent du barrage, le dragon ralentit. Alors Lars menace de détruire le récipient en laiton et y déverse un liquide qui fait fondre le métal pour que le dragon continue de les poursuivre. Juste au moment où ils sont sur le point de s'écraser contre le barrage, Lars ordonne à la clé d'ouvrir la porte et elle s'ouvre immédiatement. Le navire passe à travers tandis que le dragon saute après eux. Rapidement, Lars leur ordonne de faire exploser la bombe et quand ils le font, des dents sont arrachées de la gueule du dragon et transpercent Lars, mais il jette un sort pour retenir le dragon pendant que la clé ferme soudainement la porte du barrage et piège le dragon par le cou. À l'académie, Anju apparaît soudainement sur les écrans et annonce que le navire a atterri en toute sécurité sur le lac du barrage. Après avoir déclaré que leur mission avait produit quelque chose d'important, il remercie les étudiants pour leurs efforts. En plus de cela, Anju remercie particulièrement Lou d'avoir réussi, alors tout le monde l'applaudit tandis que Nono lui lance un regard noir. Plus tard, Chu remercie personnellement Lou d'avoir sauvé la situation et lui demande de rejoindre la société Cœur de Lion et d'en être le prochain chef après lui. Cependant, quand Lou refuse le rôle, Shu dit qu'il n'insistera pas et l'informe que César l'approchera pour lui demander de rejoindre le conseil des étudiants puisqu'il est devenu un élément précieux. Soudain, des cloches retentissent et tout le monde s'arrête alors que de nombreuses colombes s'envolent dans le ciel. C'est alors que Shu explique que l'église ne fait cela que pour marquer le deuil quand quelqu'un de l'école décède. Sur le navire, Anju prend des nouvelles de Lars et l'assure que le médecin est en route, mais Lars lui rappelle qu'aucun médecin ne peut guérir le poison d'un dragon. Après cela, Lars rapporte qu'il a dû tuer l'un des plus hauts assistants de l'empereur dragon et révèle qu'ils ne savent pas ce que contient le récipient en laiton. Anju déclare alors qu'il a fait transporter le récipient au collège et ajoute que les motifs sur sa surface sont le langage draconique de Norton. Après cela, il prédit que le récipient contient soit les os, soit un œuf de Norton et assure à Lars qu'il aura ses crédits sur sa pierre tombale. Peu après, Lars demande à Anju de dire aux étudiants que tous ceux qui sont morts sont partis en nouvelle mission et il accepte. Avant de s'évanouir, Lars demande à Andrew de dire à Nono de choisir un autre professeur comme conseiller. Quelque temps plus tard, Lou reçoit une invitation à une fête que César organise le lendemain et Finger commente que le syndicat étudiant est après lui. Curieux, Lou demande à quoi ressemble César et Finger explique qu'il vient de l'un des plus célèbres clans de tueurs de dragons et qu'il est, en gros, un gosse de riche. Juste quand Lou trouve ça cool, Finger raconte comment le premier commentaire de César, le jour de sa rentrée, était une menace de vaincre tout le monde. Cela fait remonter à Lou le souvenir de son premier jour d'école et il réalise que son premier commentaire concernait ses grands espoirs de nourriture gratuite. Après cela, Lou dit qu'il n'ira pas à la fête puisqu'il n'a pas de costume, mais César lui montre la partie de la lettre qui dit qu'il peut en emprunter un au théâtre de l'école. Le lendemain, alors que tout le monde se dirige vers la fête avec leur cavalier, Lou réalise qu'il ressemble à un majordome comparé aux autres et se demande s'il a été invité pour servir des boissons. C'est alors qu'un camion passe devant eux déchargeant des pétales rouges et en voyant cela, Finger devine que le tapis rouge est pour Lou.
Cependant, Nono apparaît sur le tapis rouge et s'approche de César, faisant réaliser aux garçons que leur rêve tient à son vin. Après qu'ils soient entrés, quelqu'un annonce le début de la fête et accueille César qui entre alors avec Nono. Il annonce ensuite que c'est l'anniversaire de Nono, alors tout le monde lève son verre à Nono. Peu après, la danse commence et Finger traîne Lou sur la piste de danse et essaie de mettre fin à sa vie au nom de la danse. En voyant cela, Nono suggère que César sauve Lou ou que Gilles s'enfuit à la Société du Lion, mais César dit que Chou a déjà approché Lou et ajoute qu'il ne veut pas faire ce que tout le monde pense qu'il fera. C'est alors que César arrête la musique et prononce un discours qui fait que ses membres scandent son nom comme des fous furieux. Après l'avoir applaudi, César appelle Lou à s'avancer pour se tenir à ses côtés et ajoute qu'il peut quitter la fête s'il refuse de le rejoindre. En réponse, Lou dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir, alors César dit qu'il a une chanson pour décider. C'est alors que César demande à Nono si elle a besoin de quelque chose, mais elle dit qu'elle part parce qu'elle se sent fatiguée. Quand la musique reprend, Rin quitte l'orchestre et s'approche de Lou pour l'inviter à danser. Rapidement, Finger pousse Lou dans ses bras et pendant qu'ils dansent, comme des pros, Ren se présente à Lou, qui la remercie alors de l'avoir sauvée d'un moment gênant. En réponse, Rin dit qu'elle veut juste danser. Quand ils ont fini, tout le monde les applaudit, tandis que Lou s'imagine dans un monde différent avec Rin. Ensuite, Lou aperçoit Nono partir et décide d'aller lui souhaiter son anniversaire. Cependant, en sortant, Nono était déjà monté dans sa voiture. Lou s'approche alors d'elle pour lui demander pourquoi elle quitte sa propre fête, mais Nono dit qu'elle ne veut pas être là. Lou ajoute alors qu'elle devrait être heureuse. C'est un beau gosse comme César qui lui organise une fête, mais Nono dit qu'elle n'a rien demandé et demande s'il sait conduire. Quand Lou confirme qu'il le peut, Nono dit qu'elle est fatiguée et lui demande de la conduire. Peu après, Norma informe tout le monde qu'un dragon a infiltré l'enceinte de l'école et active les systèmes de défense du campus. Soudain, un groupe d'envahisseurs franchit les portes et évite les tirs des systèmes de défense en se séparant. Au centre de commandement, Guderian se demande comment ils ont traversé le pont, mais comme Norma n'en a aucune idée, elle révèle qu'il y a 13 envahisseurs et qu'ils se sont séparés après être entrés sur le campus. Immédiatement, Klein comprend qu'ils doivent être après le récipient en laiton et demande à Norma où il se trouve. En réponse, elle révèle qu'il est caché dans un centre de recherche. Alors, Klein demande à Norma des suggestions sur la façon de protéger les entrées de l'installation. Elle assigne donc César à la protection de Valhalla avec le syndicat étudiant, tandis que Chou doit protéger la bibliothèque avec la Société Cœur de Lion. Pendant que les étudiants s'arment pour défendre l'école, Liu conduit Nono à la montagne et entre soudainement dans l'une de ses transes où Ming Zae est assis à la place de Nono, surprenant Liu. Ming Zae le prévient alors d'un trottoir devant et immédiatement Liu lève les yeux et fait un écart pour l'éviter. Ming Zae dit alors que Liu serait mort avec la fille qu'il aime s'il ne l'avait pas prévenu. Alors que Liu explique que Nono n'est que son aîné, Ming Zae dit qu'il peut l'aider à la conquérir. Ensuite, Ming Zae essaye de vendre l'idée à Liu et ajoute que César n'est pas meilleur que lui. C'est alors que Ming Zae dit à Lou de travailler sur le discours pendant qu'il fournit les fleurs et débloque une compétence pour Lou. Quand il revient, la voiture s'arrête et Nono suggère qu'il marche jusqu'au sommet. Pendant ce temps à l'école, César laisse un message vocal pour informer Nono de l'attaque. Quelque part dans l'école, l'un des envahisseurs informe son employeur qu'ils ont perdu 3 équipes en 1 heure. Cependant, l'employeur dit que c'est attendu et déclare que tout semble se dérouler selon le plan. Quand l'envahisseur se plaint de leur incapacité à utiliser les capacités spéciales, l'employeur l'assure que la loi sera bientôt désactivée. Au même moment, Norma rapporte au professeur que les envahisseurs capturés sont de nationalités différentes ou n'ont jamais rencontré leur employeur. À ce stade, Weaver suggère que Klein utilise sa compétence de serpent aspirateur pour trouver les autres envahisseurs, mais Klein leur rappelle que la loi est toujours en vigueur. Alors Klein appelle le gardien de nuit et lui demande de désactiver la loi, et il accepte. Pendant ce temps, sur la montagne, Lou et Nono sont assis près d'une source et regardent le ciel à la recherche d'étoiles. C'est alors que Lou demande à Nono si elle était proche d'Aki et Shang et elle déclare que leurs morts n'ont été annoncées que pour éviter la panique parmi les étudiants. De plus, Nono révèle que Lars, son conseiller, est également mort et qu'il a été rapporté qu'il était parti en mission suivante. Quand Lou fait remarquer qu'il pourrait en fait être en mission, Nono explique que Lars lui a dit un jour que c'est ce qui arriverait s'il mourait. Ensuite, Nono décide de changer de sujet et suggère qu'il parle d'autre chose. À l'école, après la désactivation de la loi, les intrus activent rapidement une capacité spéciale pour les rendre invisibles, tandis que Klein déploie son serpent aspirateur pour les trouver. Après cela, Guderian souligne qu'ils sont en sous-effectif et, pour aggraver les choses, ils ont perdu les défenses de l'école. C'est alors que Weaver les assure qu'ils protègent les endroits où les lampes sont allumées.
Pendant ce temps, Lo, l'un des chasseurs de primes, contacte son employeur qui lui montre alors une carte holographique de sa cible. Alors il traverse le campus pour trouver la cave à vin. Peu après, il saute dans une cheminée qui le mène à la cave à vin. C'est alors qu'il trouve une porte étiquetée zone de réprimande et son employeur lui ordonne de l'ouvrir avec une carte qu'il lui a donnée. Après s'être demandé pourquoi il recevait des instructions incomplètes, Lo ouvre la porte et pense que sa mission est trop facile. Ailleurs, César active une capacité connue sous le nom de Kamitachi qui lui permet de voir l'invisible. Alors, il repère le groupe d'envahisseurs entrant dans le hall, qu'il défend et appelle Chu pour l'informer que ses invités sont arrivés. Pendant ce temps, à la bibliothèque, Chu informe Suzy que les choses ont commencé du côté de César et déclare qu'ils auront bientôt de la compagnie. C'est alors que Norma dit aux membres de la société de se retirer de la bibliothèque, sauf Chu. Surprise, Suzy demande pourquoi et Chu explique que sa capacité spéciale peut être dévastatrice pour tout le monde autour de lui. Alors Sissi lui tient la main et lui dit de la contrôler du mieux qu'il peut. En réponse, Chu promet de l'emmener après que le chaos se soit calmé. Alors Suzy prend congé. Pendant ce temps, du côté de César, les intrus entrent et leur chef s'arrête quand elle voit la photo d'Oli sur un mur. C'est alors que l'un des envahisseurs informe leur chef que César leur sourit, mais elle dit qu'il l'imagine juste. C'est alors que César les expose et ils se mettent tous rapidement à couvert. Voyant qu'ils sont exposés, Mai retire son masque et dit qu'elle a entendu parler de l'arrogance de César, tout en le félicitant d'avoir percé leur cape d'invisibilité. César commente son apparence et lui demande son nom. Mai se présente alors, mais ajoute qu'elle ne donnera pas son numéro. Comme son nom de famille semble familier à César, Mai explique qu'elle est la sœur aînée d'Aki. Quand César essaie de lui parler d'Aki, Mai dit que ce n'est pas grave car ils n'ont pas grandi ensemble. Après cela, elle demande à César s'il a un dernier souhait, mais César lui demande à son tour pourquoi ils ont attaqué l'école, mais dit alors qu'ils sont là pour l'empereur dragon et révèle qu'elle est une révolutionnaire luttant pour le début d'une nouvelle ère. C'est alors que les lumières s'éteignent et les deux camps s'affrontent dans l'obscurité, ne laissant que César et Mai debout quand la lumière revient. César demande alors à Mai pourquoi elle ne cherche pas l'urne et elle révèle que son travail est de le retarder pendant que la fille masquée s'occupe du reste. Soudain, les lumières s'éteignent à nouveau et César active sa capacité Kimaitachi, ce qui lui permet de sentir les mouvements de Mai dans l'obscurité. Juste au moment où il pense la tenir, elle disparaît, surprenant César. Pendant ce temps, à la bibliothèque, la fille de Masqué apparaît et quand Chu l'accueille, elle dit qu'on lui a dit de faire attention car il est une bête. Au même moment, les professeurs observent depuis la salle de contrôle et s'inquiètent que la capacité spéciale de la fille masquée puisse être plus forte que celle de Chu. C'est alors que Guderian se demande quelle est la capacité spéciale de Chu, mais Waver déclare que seul le directeur est autorisé à la connaître. Alors ils ordonnent à Chu de terminer le combat rapidement. À la bibliothèque, Chu jette un sort et active soudainement sa capacité, la flamme du souverain, qui se propage ensuite et provoque une explosion dans le bâtiment. Étonnamment, la fille masquée reste indemne et active également la capacité de la flamme du souverain, ce qui fait que les professeurs se demandent qui elle est. Ailleurs, Lo rencontre une autre version de Norma nommée Eva et elle le prévient de partir avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, Lo est assez stupide pour demander son chemin à un robot ennemi et en réponse, Eva lui dit d'utiliser une route qui n'a pas été utilisée depuis des années et le prévient qu'elle est principalement sous l'eau. Malgré cela, Lo demande si elle dit la vérité et s'en va. En chemin, son employeur dit qu'il est proche du laboratoire où sont cachés les secrets de l'école et augmente son salaire. Alors que Lo s'enthousiasme, son employeur dit qu'elle a un autre ordre, mais Lo tombe soudainement dans l'eau et perd son téléphone. Il décide alors de comprendre le reste de la mission et trouve une énorme porte sous l'eau qu'il ouvre en s'attendant au pire. Pendant ce temps, sur la montagne, Nono révèle qu'elle a invité Lou à la fête car César était trop fier de l'approcher après que Chu l'ait devancé. Alors qu'il est obsédé par ses jambes comme un fétichiste, Nono révèle que César avait l'intention de trouver quelqu'un de puissant à la fête et a trouvé Rin. Mais quand elle souligne que Rin l'admire et est le partenaire idéal pour lui, Lou rougit et dit qu'il n'a pas son numéro. Nono devient sérieuse et lui dit de rejoindre le syndicat à ce stade. Lou pense que César a envoyé Nono pour le séduire afin de le faire rejoindre le syndicat. Mais pendant qu'il réfléchit à savoir s'il doit céder ou non, Nono dit que César n'a rien à voir là-dedans quand elle dit qu'elle veut qu'il rejoigne parce qu'elle a besoin de quelqu'un à commander. Surpris, Lou demande pourquoi elle ne peut pas commander les membres du syndicat et elle dit qu'elle n'est pas César. De plus, elle révèle que ses fiançailles avec César ont été planifiées par leur famille et n'ont rien à voir avec elle. Surpris d'apprendre qu'elle est fiancée, Lou lui donne un peu d'espace. Alors, Nono promet de le protéger s'il rejoint le syndicat. Lou fait alors remarquer qu'elle ne l'a pas aidé quand Finger l'a presque désactivé sur la piste de danse. Mais pour sa défense, elle dit qu'elle a essayé mais a été arrêtée par César. Pour éviter d'avoir l'air ridicule, il dit qu'il remboursera Nono pour tout ce qu'elle fera pour lui. Nono lui dit de le prouver en lui offrant un cadeau tout de suite. Lou suggère alors qu'ils aillent au dortoir
laboratoire où il pourra lui faire un plus grand cadeau. Quand Nono dit qu'elle a besoin d'un autre genre de cadeau qui la fera se sentir moins seule, Liu active la compétence débloquée par Ming Zae et soudain le ciel s'illumine de feux d'artifice. Voyant cela, Nono pousse un cri de joie tandis que Liu la rejoint, mais elle devient soudainement émue et commence à pleurer pour sa mère. À ce moment-là, il réalise qu'elle espérait que sa mère apparaîtrait. Ensuite, Nono demande à Lou pourquoi il est soudainement devenu silencieux et il révèle qu'il a accepté de la laisser le commander. De retour à l'école, au moment où Lou ouvre la porte sous l'eau, il est entraîné dans un immense aquarium où il rencontre un requin. Cependant, il fait une crise de colère qui effraie le requin et trouve le moyen de sortir de l'aquarium. Peu après, il arrive au laboratoire où l'urne de l'empereur dragon est sécurisée. Pendant qu'Anju s'adresse à un groupe de scientifiques, Lo repère l'urne et comprend que c'est ce que son client veut, alors il reste hors de vue. C'est alors que les scientifiques demandent à Anju de leur permettre de disséquer l'urne pour découvrir ce qu'elle contient. Cependant, Anju dit que c'est trop dangereux et ajoute que ce qui est dans l'urne n'est pas encore éveillé. Quand l'un des scientifiques fait remarquer que l'urne est fissurée, Anju explique comment cela s'est produit et demande à Norma de scanner l'urne. C'est alors qu'il réalise que l'urne est divisée en deux moitiés et qu'une moitié est vide. Voyant cela, Anju comprend que quelque chose a dû s'échapper par la fissure. Soudain, le scientifique en chef essaie d'initier la dissection, mais Anju le menace avec un couteau et les jette tout dehors. Après son départ, Lo s'approche de l'urne mais a une vision d'un jeune garçon l'appelant frère. Il suppose alors que c'est le froid et prend des photos de l'urne. Juste au moment où il pense à voler l'urne, il regarde à travers la fissure et aperçoit le garçon l'appelant à nouveau. Alors il panique et laisse tomber une fiole qu'on lui avait donnée pour la mission et s'enfuit. Mais à son insu, son employeur lui avait ordonné de verser le contenu de la fiole sur l'urne pour obtenir 10 000 milles. C'est alors qu'une figure mystérieuse ramasse la fiole et brise la vitre où l'urne est sécurisée. Soudain, Norma apparaît et le met en garde, mais la silhouette désactive Norma et verse le contenu de la fiole sur l'urne. Ensuite, il verse un peu de son propre sang sur l'urne pour accueillir l'empereur dragon. Soudain, des gouttes de sang sont absorbées par la fissure et un incendie éclate de l'urne ailleurs dans l'école. César affronte Mai avec ses capacités, mais il réalise vite qu'elle utilise un ninjutsu qui la rend impossible à suivre. Alors il propose un concours en 2 manches gagnantes et Mai promet d'être indulgente avec lui parce qu'il est séduisant. Soudain, Mai attaque, mais César bloque facilement et déclare que son Kemetashi est composé d'esprits du vent. Au deuxième round, Mai se clone et attaque César de direction opposée, mais il évite facilement l'assaut. Ensuite, Mai disparaît à nouveau, mais cette fois, César sent les clones de Mai l'encercler. Mais quand elle attaque, il bloque l'assaut tandis que les clones s'évanouissent. Impressionné, Mai lui demande comment il l'a trouvé et César explique qu'il a simplement suivi le son de son battement de cœur. Juste à ce moment, Mai lui met un pistolet sur la tempe et lui dit de ne jamais faire confiance aux jolies femmes. Mais le bâtiment est soudainement secoué par une explosion. César suggère alors une trêve et quand Mai accepte, ils regardent autour d'eux et trouvent des empreintes brûlées au sol et un trou calciné dans le mur. Quand Mai demande à César si l'école cache quelque chose d'étrange, il souligne que ça pourrait aussi être l'un de ses amis. En apercevant un trou dans l'ascenseur, César comprend que la personne doit venir du laboratoire en dessous. Cependant, César déclare qu'il a senti la présence quand il a sorti son Kimik-Tachi mais n'a entendu aucun battement de cœur. Quand César souligne qu'il pourrait avoir une situation de mort-vivant, Mai décide de passer un appel. Pendant ce temps, sur la montagne, Lou et Nono décident de retourner à l'école. Sur le chemin du retour, Nono reçoit le message vocal de César et dit à Lou qu'ils n'ont rien à craindre puisque César et Chou sont à l'école. Pendant ce temps, à l'école, les autres élèves tirent sur les intrus tandis que Chou se bat intensément avec la fille masquée. Pendant ce temps, les professeurs observent et quand Guderian commande qu'ils se battent à armes égales, Waver déclare que la fille masquée ne faisait que jouer avec Chou et le retarder car ses pouvoirs dépassent ceux de Chou. Juste à ce moment, ils aperçoivent Lo évitant les tirs et se dirigeant vers les portes. Alors, Guderian ordonne aux élèves de l'arrêter. Cependant, il s'échappe et s'arrête pour faire ses adieux aux élèves, mais il est soudainement percuté par la voiture conduite par Lou. Rapidement, Lou descend pour vérifier son état, mais Lo lui met un poignard sous la gorge et menace de le tuer. Juste à ce moment, ils se regardent attentivement et Lou réalise soudainement que c'est son ami. Après un bref moment de retrouvailles, ils comprennent tous deux ce qui se passe et peu après, Lo fait semblant de prendre Lou en otage pendant que Lou explique à Nono que Lo est son ami. Après cela, Lou joue le jeu de la prise d'otage pour empêcher les élèves d'attaquer. Soudain, ils sentent une chaleur venant de l'arrière de la voiture et aperçoivent un type en feu dans le rétroviseur. Soudain, Lou démarre la voiture et s'en va en trombe, laissant le garçon qui continue d'appeler son frère et se dirige dans leur direction. Pendant que les autres élèves tirent sur lui, les balles fondent, surprenant les professeurs. Alors Waver ordonne aux élèves de passer aux grenades. Cependant, les grenades explosent sans le toucher, les élèves rapportent donc que rien ne fonctionne sur le garçon dragon.
Soudain, le garçon utilise la capacité de flamme du souverain qui explose alors et propage des flammes partout. Ailleurs, pendant que Shu se bat avec la fille masquée, il sent la flamme du souverain se déclencher. Alors il lui demande si elle en est la cause, mais elle dit n'avoir aucune idée de ce qui s'est passé. Après cela, Shu contacte Lancelot, un camarade de classe, qui révèle alors qu'un autre utilisateur de la flamme du souverain est apparu et est immunisé contre toutes les armes qui l'ont testé. Face à la fille de masqué, Shu demande si leur plan est de lâcher un monstre, mais elle dit que cela ne fait pas partie du plan. Rapidement, Klein appelle son père pour réactiver la loi, car le dragon est sur le point d'anéantir tout le monde. Mais le veilleur de nuit dit que la loi ne fonctionne pas sur les personnes dont le sang est plus puissant que le sien. De plus, il révèle que le dragon doit être l'un des 4 souverains. Il explique ensuite qu'ils sont face à l'empereur du feu et du bronze. Ailleurs, Mei contacte son employeur et l'informe qu'ils ont déchaîné un monstre prêt à rôtir tout le monde dans l'école. En réponse, l'employeur dit qu'il est impossible que le dragon soit éveillé si rapidement. Alors César prend le téléphone et confirme qu'ils ont un mini-soleil qui se promène sur le campus. Comme preuve, Mai fait une vidéo et la lui envoie. Juste à ce moment, elle identifie le garçon comme Constantine et révèle qu'il est très instable et a dû être forcé de s'éveiller par quelqu'un. Pour aggraver les choses, l'employeur révèle qu'il pourrait faire imploser n'importe quoi et activer le Dragon Torche, une capacité spéciale qui pourrait anéantir tout ce qui se trouve à proximité, mais suggère alors qu'elle élabore un plan jetant soudainement l'employeur dans un mode panique. Pendant que Constantine cherche son frère partout, Lou et Lo se cachent derrière des piliers. Alors Lou demande à Lo ce qu'il fait à l'école et Lo révèle qu'il est un chasseur. Comme le cerveau de Lou de 2 grammes ne peut pas comprendre, Nono explique que Lo chasse des créatures mythologiques et qu'il cherche un trésor rare que personne de normal ne peut trouver. Alors Lo révèle qu'il a été engagé pour voler l'urne et montre à Lou des photos de celle-ci. En apercevant la fissure sur l'urne, Lou dit que le dragon a dû s'échapper de là, mais Lo dit qu'il l'a rencontré ainsi et s'est enfui quand il a senti que c'était étrange. Pendant qu'ils réfléchissent à comment échapper à Constantine, Finger les rejoint d'une manière ou d'une autre et fait paniquer Lou, ce qui attire alors l'attention de Constantine. Alors qu'ils s'approchent d'eux, Finger déclare qu'ils doivent aller quelque part où il y a de l'eau et ils se précipitent tous vers la piscine. Juste à ce moment, il tombe sur César et Mai. Mais pendant que César parle à Nono, le reste des garçons courent vers la piscine. César demande alors à Nono pourquoi elle ne part pas avec eux et elle dit qu'elle peut lui être utile. Mais César n'est pas d'accord car sa présence affectera sa concentration et ses attaques. Il suggère alors qu'elle parte protéger Lou pendant qu'il leur fait gagner du temps. Après le départ de Nono, César demande à Mai pourquoi elle ne s'enfuit pas et elle explique qu'elle ne peut pas laisser ses camarades se faire brûler vifs. Soudain, Mai reçoit un appel de son employeur qui suggère alors d'attaquer Constantine avec des munitions non métalliques. Quand elle suggère de le repousser avec des balles réfrigérantes, César teste l'idée en tirant des balles réfrigérantes sur Constantine. Quand il réalise que ça marche, Waver ordonne à toutes les unités de passer aux balles réfrigérantes. Pendant ce temps, à la piscine, Lou et les autres garçons nagent et rient comme des idiots, mais s'arrêtent soudainement quand ils réalisent qu'ils sont censés se cacher. Soudain, Lo a un flash de l'image de Constantine et déclare qu'il a le sentiment que le dragon est après lui. Quand Lou a le même sentiment, Finger suggère qu'il se cache sous l'eau puisque l'eau et le feu ne s'entendent pas. Peu après qu'il soit sous l'eau, Lou manque d'air et remonte à la surface et réalise soudainement qu'il est à nouveau dans l'une des illusions de Ming Ze. Alors il appelle Ming Ze mais finit par tomber sur Constantine. Cependant, Lou ne sait pas qui c'est puisqu'il n'est pas couvert de feu. Alors Constantine l'appelle frère et le renifle, surprenant Lou qui se demande alors pourquoi il est si chaud. Soudain, un bâtiment apparaît à proximité et rappelle à Lou le palais de l'empereur dragon. Il comprend juste que c'est Constantine et recule. Soudain, Ming Ze apparaît de nulle part et repousse Constantine d'un coup de pied. Après cela, Lou se retrouve au bord de la piscine et aperçoit les empreintes de Constantine à côté de lui. Il réalise alors que Constantine était vraiment là et pendant qu'il panique, Anjou apparaît et demande à Lou de les suivre. Peu après leur arrivée au dernier étage d'un grand bâtiment, Lou demande ce qu'ils font là et en réponse, Anjou explique que Constantine a été piégé. Ensuite, il sort une balle alchimique faite de pierre philosophale, la seule arme capable de tuer un empereur dragon. Anjou tend alors la balle à Lou et lui dit de tirer sur Constantine avec. Avant que Lou ne trouve des excuses, Anjou lui rappelle comment il a vaincu les meilleurs de l'école en un instant. De plus, Anjou dit à Lou de viser le 3e œil de Constantine, qui est son point faible. Curieux, Lou demande pourquoi il est choisi pour cette tâche et Anjou explique que seul lui peut bouger après avoir figé le temps avec sa capacité de temps 0. Pendant que Lo et Finger se reprochent mutuellement d'avoir laissé Lou derrière, Constantine aperçoit Lo du haut du bâtiment où il est attaqué et continue de l'appeler frère.
Ensuite, Constantine devient furieux et se transforme en dragon. Pendant que tout le monde se fige sur place, Anjou arrive et dit qu'il est temps de mettre fin au chaos. Alors il saute et pendant qu'il s'approche du dragon, Constantine ouvre sa gueule pour rôtir Anjou. Mais Anjou ralentit rapidement le temps et ouvre le troisième œil de Constantine. Pendant que Lou s'agite, Ming-Ze apparaît soudainement pour le calmer. Alors Lou tire et la balle touche immédiatement le troisième œil. Le dragon réagit violemment. Anjou annonce alors qu'il a perdu son contrôle sur le métal et ordonne aux élèves de l'attaquer sans relâche. À ce moment, Constantine aperçoit Law s'enfuir et descend en volant pour le protéger pendant que toutes les armes tirent sur lui. Pendant que les élèves rechargent leurs armes, Constantine dit à Lao de courir, mais Lao nie être son frère et s'enfuit de la scène. Pendant qu'il s'échappe, Lou retrouve soudainement des souvenirs de lui et Constantine dans le passé quand il a promis à Constantine qu'il prendrait le contrôle du monde ensemble. Ému aux larmes par cela, Lou déchaîne soudainement sa vraie forme avec des flammes faisant rage autour de lui. Pendant ce temps, à la tour du veilleur, le veilleur de nuit rappelle à Anjou que les 4 souverains dragons sont tous des jumeaux et souligne qu'Anjou sait que Lao est le jumeau aîné qui s'est échappé de l'urne il y a des années. Il blâme ensuite Anjou d'avoir tué Constantine en présence de Lou et ajoute que sa colère sera terrible quand il reviendra en tant que Norton. En réponse, Anjou dit qu'il en a juste eu assez de sa vie de tueur de dragons et ajoute que bien qu'il ait vécu longtemps, aucun jeune leader n'est apparu assez capable de protéger le monde des dragons, sauf Lou. Le veilleur demande alors à Anjou s'il est si confiant à propos de Lou et Anjou dit que Lou pourrait être la lame qui détruit les dragons. Quand Anjou dit qu'il prévoit d'utiliser ce qui lui reste de temps pour éliminer les dragons, le veilleur souligne qu'il pourrait les sceller à la place. Cependant, Anjou se plaint qu'il continue de revivre en créant une urne où il garde des morceaux d'eux-mêmes pour éclore plus tard. Ensuite, le veilleur demande à Anjou pourquoi il n'a pas mis fin à Norton avant qu'il ne s'éveille. Mais Anjou dit qu'il a besoin de ses os pour la recherche et ajoute qu'ils ont une meilleure chance maintenant que Norton est désespéré. Alors le veilleur demande à Anjou ses plans et il appelle César pour commencer la chasse. Le lendemain, Lou essaie de contacter Law mais n'y parvient pas, tandis que Finger lui raconte comment des réunions ont été tenues par un parti secret, y compris les prédécesseurs du collège qui étaient des tueurs de dragons infiltrés. De plus, Finger révèle que plus de tueurs de dragons ont été amenés pour sécuriser l'école et demande à Lou s'il a décidé quelle faction rejoindre. Quand Lou dit qu'il a rejoint le syndicat étudiant pour être protégé par Nono, Finger dit qu'il a aussi rejoint pour les avantages offerts par le syndicat. Juste à ce moment, une horreur ambulante apparaît pour livrer la carte de syndicat étudiant de Lou et l'informer d'une réunion à laquelle il doit assister. Ailleurs, César rencontre Anjou, qui déclare alors que le palais de Norton doit être investigué. Quand César intervient en disant que ça doit être fait rapidement, Anjou délègue la mission au syndicat étudiant et conseille à César d'emmener Lou avec lui. Quelque temps plus tard, César présente à Lou la mission nommée Opération Bronze et annonce qu'ils iront à Chine après 2 mois d'entraînement. En entendant cela, Lou dit que la seule chose qu'il sait faire, c'est tout gâcher, mais César déclare qu'il peut tout apprendre avec l'aide de Nono. Cependant, Lou trouve différentes excuses, du manque de talent à la lenteur. Mais César insiste sur le fait que la pureté de son sang compense ses lacunes. Pour la première fois de sa misérable vie, Lou devient analytique et donne plus de raisons pour lesquelles il y a des personnes plus qualifiées pour le poste. Mais Finger révèle que Rin a accepté de rejoindre la mission bien qu'étant une étudiante de première année comme lui. Pendant que Lou lance un regard noir à Finger, Rin entre et essaie de convaincre Lou de rejoindre la mission. Mais lui, à son tour, essaie de la convaincre que c'est une mauvaise idée. Cependant, quand Lou dit qu'il a accepté l'admission à cause de la bourse et non pour se sacrifier pour l'humanité, César dit qu'il est déçu de lui et lui dit d'abandonner et de retourner à sa vie normale. Pendant que Lou y réfléchit, Nono apparaît et commente qu'ils sont trop durs avec lui. Elle dit ensuite à Lou de prendre sa décision et ajoute qu'elle ne pourra plus le protéger s'il abandonne. À ce moment, Lou accepte de rejoindre la mission mais leur dit de ne pas le blâmer s'il gâche tout. Les jours suivants, Lou s'entraîne comme si sa vie en dépendait mais finit par tout gâcher à chaque entraînement. Après un certain temps, il commence à s'entraîner seul et à se préparer pour la mission. 2 mois plus tard, pendant que Lou regarde sa silhouette musclée dans un miroir, Finger lui demande combien de temps il compte faire ça. En réponse, Lou dit qu'il a l'air ridicule, tout comme la mission. Alors Finger demande qui est son partenaire, et Lou dit que c'est probablement Rin, puisque Nono est en couple avec César. Juste à ce moment, Finger souligne qu'il y a une règle qui interdit aux couples de plonger ensemble.
Quand Lou mentionne Aki et Shang, Finger explique qu'ils n'ont jamais officialisé les choses. Soudain, Lou demande à Finger pourquoi il est toujours au collège après tant d'années, et Finger révèle qu'il n'a pas surmonté la solitude dans son cœur et ne peut pas encore se séparer de la nourriture de l'école. Lou commente qu'il sera bientôt entraîné dans une mission mortelle. En entendant cela, Finger comprend que Lou a peur de mourir et l'assure qu'il le soutiendra. Juste à ce moment, Lou donne à Finger sa carte d'étudiant de rang S, juste au cas où il mourrait, et l'idiot se réjouit comme s'il avait gagné à la loterie. Puisque Finger n'écoute pas son discours émotionnel, Lou devient furieux. Finger lui renvoie sa carte et lui dit qu'ils sont des perdants avec de la chance. Ailleurs, Norton ranime Samson, le dragon marin qui a mis fin à Lars. Et après leur brève retrouvaille, Norton demande à Samson de rentrer chez lui avec lui. Quelques jours plus tard, Anjou approuve le début de l'opération Bronze et sur le navire, Klein informe les élèves qu'ils seront traités comme des tueurs de dragons professionnels. Pendant ce temps, Lou cherche Shu et se demande pourquoi ils ont amené des déchets comme lui au lieu d'une élite. Klein déclare alors que le navire a été amélioré pour faire face à n'importe quelle créature et César demande s'il fait référence au dragon qui a attaqué Aki et Shang. Alors Klein révèle que le dragon est l'un des plus grands serviteurs de Norton qui protège le palais et ne peut être blessé par le métal ou le feu. Quand Klein explique que l'équipe de plongée transportera une bombe spéciale pour détruire le palais, Lou demande pourquoi et Klein explique que des choses terribles se produiront si Norton prend le contrôle. Après cela, Klein associe Lou et Nono en équipe B, tandis que César et Rin forment l'équipe A quand il déclare que l'équipe A effectuera la détonation. Rin dit qu'elle ne peut pas plonger car c'est cette période du mois. Mais malgré les efforts de Lou pour la convaincre, la tâche est transférée à l'équipe B. Ensuite, Lou et Nono se préparent à plonger et Lou demande s'il y a une chance qu'ils rencontrent Norton. Mais Klein l'assure que Norton doit hiberner car les dragons ont besoin de récupérer pour devenir un véritable empereur dragon. Quand Lou demande pourquoi Norton doit faire cela, Klein révèle qu'il cherche à venger Constantine en utilisant sa capacité ultime, le Dragon Torche. Après que Klein ait dit que la mission vise à empêcher la transformation complète de Norton, Lou et Nono commencent la plongée. Peu après, ils arrivent à la porte et Klein ordonne à Lou d'utiliser le sang et une fiole sur le gardien de la porte. Mais l'idiot finit par donner sa main au garde. Heureusement, Nono le sauve et le soigne. Soudain, la porte s'ouvre et les aspire. Et quand ils se réveillent, ils se demandent où ils sont. Juste à ce moment, Nono demande à Norma la qualité de l'air, et quand elle confirme que c'est bon, Nono ouvre son masque pour conserver l'oxygène. Quand Lou fait de même, ils demandent à Norma pourquoi l'air ne sent pas le renfermer, et elle révèle que Norton est de retour au palais. Ensuite, ils décident de fouiller le couloir pendant que Klein explique qu'ils sont probablement dans une ancienne tombe. Juste à ce moment, ils aperçoivent des statues d'apparence étrange, alors Lou craint qu'ils ne soient sacrifiés. Alors qu'ils marchent le long du couloir, Lou demande si Norton dort, et Klein dit que c'est probable tout en ajoutant qu'il pourrait aussi être éveillé et actif. Il leur ordonne ensuite de planter la bombe dans la tanière de Norton et de revenir vivant. Nono demande comment ils localiseront la tanière et Klein ordonne à Lou de boire l'eau. Quand il dit que c'est potable, Klein confirme que le palais est à nouveau actif et dit à Lou de verser un colorant dans l'eau, ce qui les mènera à la tanière. Pendant qu'ils suivent le colorant, Lou aperçoit une statue effrayante et après leur passage, les statues bougent pendant qu'ils suivent le colorant. Klein explique que les anciens adoraient les empereurs dragons dans le passé et visitaient le palais sur des navires pour rencontrer une statue de bronze. Ils venaient souvent avec des offrandes, mais puisque leurs prières restaient sans réponse, le chef du village pensa que l'empereur dragon n'aimait pas leurs offrandes et se suicida. Malgré cela, le village fut brûlé par l'empereur dragon. Juste à ce moment, ils arrivent entre l'arbre qu'Aki et Shang ont trouvé et partent rapidement pour éviter leur sort. Ensuite, le colorant s'arrête dans une chambre où ils trouvent une statue géante en bronze et réalisent que ce doit être un lieu sacré. Lou suggère de laisser tomber la bombe et de partir, mais Nono lui dit de mettre son masque et le pousse dans l'eau. Elle saute ensuite après lui et il plonge, cherchant un passage vers la tanière de Norton sous l'eau. Pendant que Lou énumère de nombreuses raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée, Nono le fait taire et informe Klein que la visibilité est mauvaise. Soudain, ils entendent Lou crier et se demandent ce qui s'est passé. Sur le fond marin, ils trouvent d'innombrables crânes, ce qui fait que Lou s'accroche fermement à Nono. Juste à ce moment, le navigateur révèle qu'ils se tiennent sur un ancien champ de bataille. Alors, Klein leur ordonne de trouver l'entrée et Nono enlève le bandage de Lou. Elle presse ensuite sa main ensanglantée contre une porte dans le sol, ce qui invoque alors une tornade. Sur le navire, ils perdent la connexion avec Lou et Nono, alors César et Klein invoquent leur serpent à vide pour les trouver. Pendant ce temps, Lou et Nono se retrouvent dans un décor différent et descendent d'une roue à aube pour vérifier la tanière. En entrant dans la maison, Nono assure Lou que personne n'est là, mais Lou demande si la bougie est allumée depuis plus de 2000 ans. En réponse, Nono dit qu'elle est connectée à une source de carburant et s'apprête à demander, mais elle découvre alors qu'ils ont été déconnectés du navire. Alors elle dit qu'ils le reconnecteront au cimetière et suggère de vérifier la pièce.
Ensuite, Nono dit à Lou de rester là et dit qu'elle fait du profilage. Mais comme Lou n'a aucune idée de ce que cela signifie, elle explique que c'est une méthode d'enquête psychologique qui donne accès à l'esprit d'un criminel en copiant ses actions. Alors elle dit à Lou de ne pas l'interrompre et de la protéger pendant qu'elle fait son travail. Juste à ce moment, Nono recrée des conversations entre Constantine et Norton dans la maison il y a des années. Quand elle a fini, Nono révèle que Norton et Constantine ont autrefois vécu dans la maison, tandis que Lou loue ses compétences. Elle révèle ensuite l'avoir profilé dès leur première rencontre, apprenant tout ce qu'il fallait savoir. Lou propose alors de poser la bombe et de partir, alors Nono calcule le temps nécessaire à leur évasion et active l'engin. À cet instant, elle comprend son erreur concernant la bougie allumée, car elle venait d'être alimentée et ravivée. Soudain, ils se précipitent hors de la maison et retournent au cimetière, mais à leur grande déception, les cordons ont disparu. Nono déclare alors que quelqu'un a dû emporter les cordons et sent la pression de l'eau changer. Au même moment, des engrenages commencent à tomber dans l'eau, le palais s'éveille. Nono en conclut que quelqu'un a dû actionner l'interrupteur. Vite, ils retournent au repère et le trouvent inondé. Lou remarque que ces événements ressemblent à ceux d'Aki et Shang. Il plonge donc pour trouver une sortie, et quand il la trouve, Lou ouvre la porte avec son doigt ensanglanté. Pendant ce temps, sur le navire, César suggère de plonger pour les retrouver, mais Klein dit que c'est une mauvaise idée, car ils ignorent ce qui se passe. Sous l'eau, Lou et Nono traversent le labyrinthe, mais aboutissent dans une chambre creuse. À ce moment-là, ils réalisent qu'ils sont perdus. Lou se souvient alors de sa capacité à voir la carte entière. Soudain, il l'active et se connecte d'une manière ou d'une autre à Finger. Lou hurle qu'il leur faut une carte du palais de bronze, ajoutant qu'ils sont perdus sans elle. Au même moment, sur le navire, Klein hurle de douleur et se plaint que quelqu'un utilise sa tête comme relais pour envoyer des informations. Ailleurs, Finger utilise son ordinateur farfelu pour analyser la carte et trouver une issue pour Lou et Nono. Quand ça marche, il les informe que le palais s'effondre et qu'ils devront trouver une nouvelle sortie. Finger leur indique donc d'utiliser la sortie juste en dessous d'eux. Alors qu'ils s'y dirigent, Finger se plaint de son ordinateur lent à cause de son rang F. Au moment où Klein lui propose un accès de rang B, Finger pirate un accès de rang S et demande à Eva de guider Lou et Nono en sécurité. Peu après, Lou et Nono trouvent leur chemin hors du labyrinthe. Pendant ce temps, sur le navire, le navigateur signale que les eaux se réchauffent, alors Rin déclare que Norton doit être en mouvement et tente de les capturer. César se tourne vers Klein pour des ordres, mais comme il est grillé, César prend le commandement. Après que César ait délégué les tâches à l'équipage, le navire subit soudain un choc et le navigateur du hangar rapporte qu'il a été perforé par quelque chose. Soudain, Samson retire sa queue et poignarde la dame avec. En conséquence, le hangar explose et le navire subit des dégâts. Tandis que Rin se demande d'où vient l'attaque, César souligne qu'il n'y a rien au sonar. C'est alors que César comprend que Samson devait se cacher sous le navire depuis le début. Il ordonne donc à l'équipage de démarrer le moteur et soudain le navire s'éloigne à toute vitesse pour semer Samson, mais le dragon les poursuit. Alors qu'il tente de le distancer, Rin attire l'attention de César sur Norton qui observe la situation depuis une montagne. Norton saute alors dans l'eau et invoque Samson, laissant César et ses compagnons perplexes. Norton remercie ensuite Samson pour son service et Anna le vit instantanément. Soudain, Norton ranime Samson avec d'énormes flammes, mais cette fois, ils sont fusionnés. Quelque part à proximité, Maya observe la situation et fait son rapport à son employeur, qui lui ordonne alors de laisser Lou et de neutraliser Norton si nécessaire. Pendant ce temps, sous l'eau, Lou et Nono nagent vers le bas, évitant les engrenages qui tombent et cherchant la prochaine porte. C'est alors que Finger les informe que la porte sera scellée dans quelques minutes, alors ils accélèrent. Et à ce moment-là, Nono s'arrête en trouvant les restes de Shang. Après avoir salué le sacrifice ultime de Shang, ils prennent le coffre qu'ils tenaient, pensant qu'il devait être précieux. Soudain, Finger leur dit de se dépêcher, alors ils remarquent le tunnel se refermer sur eux et continuent à la plonger. Comme ils ne trouvent pas la sortie, Lou panique et demande à Nono ce qu'ils vont faire. C'est alors qu'il a une de ses visions où une version méchante de lui-même lui dit de se montrer courageux. Ensuite, il trouve la porte et tandis que Lou essaie de l'ouvrir, Nono tente de les empêcher d'être écrasés. Soudain, Lou voit Nono s'efforcer et se dit qu'il doit cesser d'être une mauviette s'il espère être un héros comme Shang. Il retire brusquement son masque et s'inspire d'Aaron. Rapidement, Nono l'attrape et nage hors du tunnel. Pendant ce temps, sur le navire, Klein fait allusion à une fuite d'oxygène et s'évanouit ensuite. César ordonne donc à l'équipage de préparer une cloche de plongée et de partir pour le point d'amarrage le plus proche. Mais alors qu'ils partent, Norton les suit. Pendant ce temps, Lou a déjà des conversations avec les morts jusqu'à ce que Nono le réveille. C'est alors qu'il réalise qu'il partage en maintenant l'oxygène et Nono explique que sa combinaison de plongée a cessé de fonctionner.
Quand Lou pense qu'ils sont en sécurité, Nono lui dit qu'ils sont encore à 80 mètres sous l'eau et suggère qu'ils prennent la sienne car elle est une pro de l'apnée. Malgré la protestation de Lou, Nono lui dit de se retourner pendant qu'elle se déshabille. Au moment où le navire lâche une cloche de plongée, César craint de ne pas pouvoir sauver les plongeurs si Norton attaque. Étonnamment, Chou apparaît en hélicoptère et révèle qu'il est venu aider. Sous l'eau, Nono retire sa combinaison et après que Lou l'ait mise, il se sent de nouveau normal. Alors Nono pointe une fissure et nage vers elle, Lou la suivant. Soudain, la bombe qu'ils ont posée explose et l'eau est contaminée par du poison. Voyant cela, Lou craint que Nono ne soit empoisonné sans sa combinaison. De retour sur le navire, César déclare que l'aide de Chou est inutile car sa capacité spéciale ne peut pas fonctionner contre Norton. Soudain, le moteur du navire est endommagé, mais comme il peut encore flotter, César dit à l'équipage de préparer les torpilles. Cependant, Rhin révèle que toutes les ogives sont endommagées, sauf une. Quand César demande son état, le navigateur révèle qu'elle n'est pas armée. Alors quand il leur demande de charger la torpille, le navigateur dit qu'elle pourrait ne pas fonctionner contre Norton. César explique ensuite comment fonctionnent les torpilles et déclare qu'elles infligeront des dégâts à Norton. En entendant cela, Rhin est d'accord avec lui, mais le navigateur souligne qu'ils devront frapper Norton de plein fouet pour que ça marche car il est plus rapide qu'une torpille. C'est alors que Rhin intervient, disant qu'ils doivent frapper Norton à bout portant pour qu'il n'ait pas le temps de réagir. Au même moment, César dit qu'ils s'approcheront de Norton d'une manière ou d'une autre et ordonne aux membres d'équipage de tirer la torpille à son commandement. En sortant, Rhin déclare que le bruit du tir d'une torpille est comme le lancement d'une navette spatiale et lui déconseille d'utiliser sa capacité spéciale qui amplifie le son et pourrait endommager ses oreilles. Mais César ignore son conseil et sort. C'est alors qu'il fait face à Norton, qui cesse soudainement de suivre le navire. César met donc son bandeau et active sa capacité spéciale. Après cela, il sort un fusil et commence à tirer sur Norton. Mais Norton repousse les balles comme des boules de neige. Quand l'une d'elles atteint enfin Norton, Rhin explique sur le navire que César essaie de le provoquer. Tandis que César occupe Norton avec ses tirs, il demande aux membres d'équipage s'ils sont prêts. Et quand il confirme, il leur ordonne d'accélérer et désactive la portée de sa capacité spéciale. Soudain, Norton remarque Chou volant au-dessus de lui dans un hélicoptère. Chou déchaîne ses flammes souveraines et Norton riposte. Lorsque les flammes s'entrechoquent, une vive explosion aveugle temporairement tout le monde, sauf César, qui retire soudainement son bandeau et ordonne à l'équipage de tirer la torpille. Soudain, la torpille se dirige vers Norton, mais avant qu'il ne réagisse, il est gravement touché et projeté au loin. Après l'attaque, Norton coule et Chou prend les devants, tandis que César remarque ses oreilles saignées. C'est alors que Rhin arrive pour demander s'il va bien, et César communique par signe, disant qu'il regrette de ne pas avoir écouté son avertissement. Après cela, César caresse la tête de Rhin pour le timing parfait du lancement de la torpille et suggère qu'ils continuent à faire de leur mieux ensemble. Sous l'eau, Nono et Lou aperçoivent la cloche de plongée et nagent vers elle. C'est alors que Nono prend une bouffée du régulateur attaché à la combinaison de Lou et continue de nager vers la cloche de plongée. En atteignant la porte, elle la déverrouille et pousse Lou à l'intérieur en premier, mais au moment où elle tente de le rejoindre, elle est soudainement empalée par la queue de Norton. Elle ferme donc la porte de la cloche de plongée tandis que Lou la regarde incrédule. À cet instant, il revoit tous ses souvenirs avec Nono et pleure à chaudes larmes, souhaitant que ce ne soit qu'un rêve. Tandis que la cloche s'éloigne lentement, Lou se noie dans l'angoisse et a soudain une de ses illusions où il se retrouve flottant dans l'espace. C'est alors que Ming Zae commente que pleurer ne l'aidera pas et comme Lou ne semble pas ravi de le voir, Ming Zae dit qu'il lui a rendu visite parce qu'il a l'air d'être sur le point de mourir. Lou s'allonge alors sur le dos et dit qu'il doit se rétablir car il a quelque chose à faire à son réveil. Ming Zae souligne alors qu'il perd son temps et la petite chance qu'il a de sauver Nono qui se vide de son sang. Quand Ming Zae ajoute que même la vie de Lou est en jeu, Lou dit que ça ne le regarde pas. Ensuite, Ming Zae demande à Lou ce qu'il compte faire tout en affirmant qu'il pourrait savoir comment vaincre les dragons. En entendant cela, Lou devient attentif. Bientôt, Ming Zae lui demande pourquoi il a accepté l'admission. En réponse, Lou dit que bien que chacun ait ses raisons de chasser les dragons, lui veut juste rendre ses parents fiers. Lou admet ensuite qu'il a triché pour réussir ses examens et a eu l'aide de Ming Zae pour décoder la carte. À cause de cela, elle doute que ses parents soient fiers. Ming Zae lui reproche donc d'avoir rejoint le syndicat étudiant et déclare qu'il ne serait pas dans cette situation s'il ne l'avait pas fait. Pour sa défense, Lou dit qu'il a rejoint pour prouver sa virilité à Nono. Après cela, Ming Zae traite Lou de perdant qui veut la plus jolie fille. Mais Lou dit à Ming Zae qu'il ne peut pas comprendre comment il n'a jamais compté pour personne ni trouvé de sens à la vie avant de rencontrer Nono. Pendant que Lou parle de ce que ça lui a fait du bien, Ming Zae souligne que Nono l'a fait par pitié et non par amour. Malgré cela, Lou panique et dit qu'il ne peut pas rester un perdant. Alors Ming Zae lui demande ce qu'il compte faire.
En réponse, Lou dit qu'il doit sauver Nono et conclut que c'est pour cela qu'il vit. Ensuite, Ming Zae demande à Lou pourquoi il est si émotif et Lou révèle que Nono est l'une des très rares alliés qu'il ait au monde. Ming Zae propose d'aider Lou à condition qu'ils forment un contrat où Lou pourra l'invoquer 4 fois pour obtenir de l'aide. Et quand tous ses vœux seront exaucés, Ming Zae pourra vivre sa vie. Après y avoir réfléchi, Lou demande à Ming Zae s'il pourrait vaincre un empereur dragon et il répond que oui. Lou accepte donc l'accord, tandis que Ming Zae se demande ce que Nono a fait pour qu'il soit prêt à payer un tel prix impliquant sa vie. En réponse, Lou dit qu'il n'a qu'à éviter d'invoquer Ming Zae 4 fois et suggère d'en finir. C'est alors qu'il se serre la main et Ming Zae débloque une compétence qui permet à Lou de désactiver et d'améliorer les capacités spéciales des autres. Quand Lou demande ce que cela signifie, Ming Zae explique que les compétences fonctionnent temporairement, sauf celles qu'il débloque lui-même. En plus de cela, Ming Zae révèle que Lou a maintenant une capacité spéciale pour contrôler la vie elle-même. En entendant cela, Lou demande si les compétences viennent avec un manuel d'utilisation, mais Ming Zae lui dit de juste prononcer les mots. Ensuite, Ming Zae débloque d'autres compétences et pousse Lou dans l'eau. C'est alors qu'il se réveille et se retrouve dans la cloche de plongée. Alors il retire son masque et sort de la capsule. Il met ensuite le masque sur Nono et utilise une compétence pour la ranimer. Quand il essaie de la sortir, Norton se réveille et tente de l'arrêter, mais Lou brise sa queue et attache une corde à Nono. Il tire ensuite sur la corde tandis que le navigateur est alerté sur le navire. Quand César est informé, il ordonne aux médecins de se préparer à leur arrivée. Après que Nono soit remonté à la surface, Lou rencontre Ming Zae dans une autre vision et déclare qu'il n'a débloqué aucune compétence offensive pour lui. Ming Zae souligne alors que la boîte que Lou a prise à Shang contient 7 armes mortelles créées par Norton pour juger les autres dragons. Soudain, Lou enchaîne Norton avec une nouvelle compétence, mais Norton se libère. Lou le met donc au défi d'attaquer, et quand Norton charge vers lui, Lou invoque le contenu de la boîte et les utilise dans un duel féroce contre Norton. Pendant que Lou et Norton se battent sous l'eau, l'eau de l'océan éclabousse haut, mais après un moment, Norton s'éloigne à la nage. Tandis que Ming Zae commente que Lou est maintenant à égalité avec Norton. Cependant, il déclare que Lou pourrait se fatiguer si le duel dure trop longtemps. Pendant ce temps, Lou se demande si quelqu'un ressentirait son absence s'il meurt et se dit que seul Finger n'aurait pas un partenaire de déjeuner en moins. C'est alors que Ming Zae insinue qu'il échangerait sa place avec Lou sans hésiter s'il en avait l'occasion. Au même moment, Lou souligne qu'il y a d'innombrables choses qu'il n'a pas encore essayées avec sa future petite amie. Alors Ming Zae l'encourage à se battre et dirige son attaque sur Norton lui-même plutôt que sur le dragon. Soudain, Lou décide de trouver le dragon et active la capacité spéciale de César. Quand il localise le dragon, il charge soudainement et attaque sans retenue. Cependant, quand il a la chance d'en finir avec Norton pour de bon, il réalise que c'est bas et s'arrête brusquement, espérant racheter son ami. Mais Norton lui attrape soudainement le cou et essaie de l'écraser. Heureusement, Ming Zae l'aide à récupérer son épée, alors il poignarde rapidement Norton avec. Tandis qu'il regarde Norton s'effondrer, Lou se remémore les moments amusants partagés avec Nono. Pendant ce temps, sur le navire, les médecins s'occupent lente de Nono, tandis que César panique pensant qu'elle est partie. Étonnamment, elle se réveille, laissant César ému, alors l'équipage les applaudit. C'est alors que Rin aperçoit Lou flottant dans l'eau et nage pour le récupérer. De loin, Mei observe les événements se dérouler et découvre bientôt que Norton n'est pas complètement mort. Alors, elle charge ses munitions de pierre philosophale et tire une balle dans la tête de Norton, ce qui le fait exploser en 1000 morceaux et en finit avec lui pour de bon. Quelque temps plus tard, Lou dîne avec Anju qui le félicite ensuite d'avoir réussi ses examens par lui-même. Quand Lou demande si c'était si difficile, Anju dit que sa première chasse au dragon a été ardue. Ensuite, Lou demande à Anju pourquoi les dragons prennent forme humaine et il explique que c'est pour rendre les humains moins méfiants. Anju tend alors à Lou une photo de Tao et révèle qu'il a grandi dans un orphelinat après la mort de ses parents. Lou demande à Anju pourquoi Nono est devenu l'empereur dragon. Anju explique alors que Nono a toujours été l'empereur dragon jusqu'à sa mort dans une guerre et qu'elle est renaît en sortant d'un cocon. Pour que Lou se sente mieux, Anju explique que le monde aurait pu être détruit si Norton avait pleinement utilisé ses capacités de flamme souveraine. Ensuite, Lou rend la photo à Anju qui lui suggère de la garder, mais Lou refuse. C'est alors qu'Anju lui tend une lettre de sa mère où elle écrit à quel point elle et son père sont fiers de lui. En lisant cela, Lou a les larmes aux yeux. Quand il retourne à son dortoir, Finger fait tout un plat de son rendez-vous thé avec Anju. Mais Lou dit que tout ce qui l'intéresse, c'est l'article qu'il a posté sur lui. Apparemment, Finger avait écrit un article sur Lou avec des photos de lui ressemblant à une momie comparée à César. Quand il menace Finger pour qu'il retire le message, César apparaît à la porte pour demander du sucre.
C'est alors que Lou réalise qu'ils sont maintenant voisins et que César et Chou cuisinent pour un bal et une fête pour ados. Ils en font tout un plat, Nono arrive pour donner des chocolades à Lou, mais quand Finger en supplie, elle lui demande d'aller les chercher lui-même. Après le départ de Finger, Nono remercie Lou de l'avoir sauvée, mais d'après ce qu'elle dit, il réalise qu'elle ne se souvient pas de grand-chose, alors il fait semblant. C'est alors que Lou reçoit une livraison d'outre-mer, et quand il l'ouvre, il trouve un téléphone. En allumant le téléphone, il reçoit un SMS de Mingzai disant qu'il prendra le contrôle d'un quart de la vie de Lou comme convenu. Immédiatement, Lou a une sensation étrange mais réalise vite qu'il a été piégé. Alors il essaie de casser le téléphone mais se dit qu'il n'aura plus jamais de nouvelles de Mingzai s'il le fait. Laquelle de ses capacités spéciales trouvez-vous la plus impressionnante? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé